Alors, si je dois penser au concept de la participation, dans mon cas et dans mon expérience professionnelle, je dois partir d'un contexte territorial bien précis. Moi, je travaille normalement dans les pays développement. Normalement, je travaille en Afrique subsaharienne, en Afrique occidentale, et surtout sur le cas du Sénégal et du Burkina Faso. Quand on m'a demandé de réfléchir sur le concept de la participation, j'étais un peu désorientée au début parce que je dis, bon là c'est vraiment une large question. Mais après je me suis rendu compte qu'à partir de mes réflexions, en essayant de collecter mon expérience, mes pensées, mes idées, je me suis dit que si on rapproche le concept de participation aux pays de développement, donc les pays où je travaille, notamment pour moi c'est le cas de l'Afrique occidentale, je pense qu'il faut prendre en considération un certain nombre d'éléments. D'abord, comme la littérature nous montre, quand on rapproche le concept de démarche participative, c'est-à-dire l'application de démarche participative à un contexte comme les pays du sud du monde, normalement le concept c'est tout de suite lié à la coopération, au concept de la coopération développement, coopération internationale. Si je peux m'attarder un moment sur pas l'histoire, la démarche dans laquelle les processus participatifs ils sont venus vers les pays de développement, on voit que vers les années 80-90, la démarche participative, elle venait de l'eau et elle allait vers le bas. C'est-à-dire que c'était une demande qui venait des organisations internationales. Alors on voit que la participation, le concept de la participation est tout de suite lié au concept de coopération au développement. Et le concept de la coopération au développement revient souvent dans le point théorique sur les théories du développement, notamment le développement local. Il faut prendre en considération un autre élément. Si je pense au processus participatif, à la démarche participative appliquée au contexte européen, je vois que la plupart des fois, c'est appliqué dans un contexte urbain. Alors que dans les pays de développement, le contexte, c'est normalement, donc je peux dire souvent, rural. Et ça, c'est une grande différence. Parce que la population rurale, si on parle de la population rurale, par exemple de l'Afrique, elle n'a pas tous les outils, les éléments, les conseils, le background culturel qu'on a dans le contexte européen. On a beaucoup moins la conscience d'avoir des droits, d'avoir le choix d'intervenir dans leur propre vie. Et je pense que donc, le contexte socioculturel, territorial et économique, c'est très important. Et c'est vraiment une différence par rapport au contexte européen. Il faut aussi prendre en considération un troisième élément, que quand on parle d'application de démarches participatives dans les pays en développement, on voit que souvent, il s'agit de préoccupations qui concernent la survie des gens. Alors que je vois qu'en Europe, je ne veux pas enlever des importances, mais ce n'est pas pour des questions d'amélioration des conditions de vie. Je ne sais pas, je veux dire la construction de centres commerciaux ou bien la construction de gratte-ciel, d'un bâtiment très haut en face de ma maison. Je ne veux pas dire que ce ne sont pas des questions importantes, mais je veux dire que ce sont des questions qui ne touchent pas la survie de l'homme. Alors si je reviens à mon cas, moi j'ai travaillé surtout au Sénégal et au Burkina Faso dans des contextes ruraux. Et j'ai eu un laboratoire que je peux dire comme un laboratoire privilégié pour toucher certaines questions de la participation en Afrique, qui était le parc de Djoudj. Le parc de Djoudj, en présynthèse, c'est un parc qui se trouve au nord du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie, donc notamment une zone semi-désertique, et ça c'est un élément très important. Le parc, c'est un très petit parc, mais c'est le 3e parc ornithologique au monde. Il est inséré dans la liste de l'UNESCO. Et sa caractéristique, et ça c'est un autre élément très important, ce sont les plans d'eau, c'est l'eau. Alors que quand le parc il a été institué dans les années 70, c'était une décision qui venait de l'État. C'était un vouloir de l'État.
Alors que quand on a créé le parc, on a demandé aux populations qui se trouvaient dans le parc, je veux dire, avant ce n'était pas un parc, c'était une aire libre, c'était le territoire d'un certain nombre de populations. Notamment, c'était des populations nomades, des Peuls, des Meurs, aussi des Wolofs. Alors, on a leur demandé de se déplacer au dehors du parc. Et des fois, ce n'était pas une demande en fait. C'était quelque chose que c'était obligé avec la force. Donc, on s'est trouvé dans un cas dans lequel on avait deux groupes d'acteurs vraiment antagonistes, très forts. Les autorités de l'État, les institutions de l'État qui géraient le parc et les populations. Les populations riveraines qui se trouvaient à la périphérie du parc, mais qu'avant, ils avaient le droit d'exploiter toutes les ressources, et principalement l'eau. Et nous, on sait que l'eau, elle donne la sécurité de la vie de l'homme. C'est un élément qui est à la base de la vie de l'homme. Quand c'est arrivé la participation, et voilà qu'on revient à la coopération, parce que la participation, dans ce cas spécifique, elle est arrivée grâce à la coopération multilatérale. Ils sont arrivés les bailleurs de fonds, ils sont arrivés des financements, il s'est arrivé Lucien. Et alors que Lucien s'était chargé dans ce cas de démarrer un processus participatif, dans ce cas-là avec la méthodologie de la MARP. Et on a vu vraiment que si je reviens aux enquêtes que j'avais faites dans le parc, parce que j'ai eu l'occasion de travailler pour plusieurs années sur ce parc-là, on voit que les gens ils disaient que ce phénomène de se retrouver, et ils disaient, nous on se retrouvait, nous, l'État, c'était le corps qui gérait le parc, c'était un corps paramilitaire. Nous, les villageoises, l'État, les bailleurs de fonds, donc les organisations internationales, quelque chose que pour les villageois c'est très à nous. C'est étonnant d'être, ils disaient, avec nos jambes au-dessus de la même table. Ça c'est métaphorique, mais c'est très important pour dire que l'événement c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors si je peux donner une interprétation de ce processus, je peux dire et je peux accoster le mot de opportunité. Pour moi, dans ce cas-là, le processus participatif, c'était une opportunité. C'était l'opportunité, c'était une opportunité pour les gens, bon, tout d'abord, de découvrir, d'avoir des droits. C'était une opportunité d'acquérir de conscience. Comme être humain qui ont le droit d'avoir l'eau et d'avoir la possibilité d'expliquer leurs propres nécessités et besoins de survie. Ils ont eu aussi l'opportunité de se organiser dans des structures de représentation. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la possibilité de s'organiser avec une sorte de structure de consultation qui représentait leur point de vue, qui n'était jamais prendu en compte. J'ai une petite anecdote. Quand j'étais dans ma thèse de doctorat, ça fait quelques années, j'étais un peu confuse, c'était les premières années dans tous mes parcours de recherche, c'était une recherche sur la cogestion, donc on était sur le sujet, je travaillais sur le sujet. Et j'avais posé une question à un professeur de l'université de Saint-Louis, c'était un géographe sénégalais, et j'avais lui posé des questions sur la participation, sur le conseil de participation. Et à la fin, on était là sur la question de la coopération multilatérale, etc. Et il m'a dit, mais Germana, on parle toujours de participation, c'est quoi? Nous, on était habitués depuis longtemps à participer. Nous, on a ça dans notre background culturel, ça fait partie de notre tradition. Vous venez ici nous expliquer les participations, mais nous, on l'a déjà appliqué dans notre culture depuis longtemps. Et il m'a donné la métaphore de l'arbre à palabres, que c'est très connu dans les experts qui travaillent en général dans les pays de développement. L'arbre à palabres, c'est un lieu physique, donc soit physique, soit symbolique, où les gens se retrouvent. C'est un arbre au bas duquel les gens, les chefs de village, les grands-mères, les grands-pères rassemblent les enfants ou bien les jeunes ou bien la population pour prendre des décisions, pour faire de la politique, pour partager.
Alors qu'on voit que la participation, peut-être, elle a une essence que se part dans le temps et dans chaque culture, elle a comme dire, c'était comme un grain qu'il a monté, qu'il a poussé avec différentes branches. Donc, pour terminer, et pour revenir sur mon étude de cas, donc le judge, pour moi, la participation dans le cas du judge, c'était comme un flux d'oxygène. C'était un flux d'oxygène qui a nourri un système respiratoire composé par deux poumons. Le premier poumon, c'était les autorités qui gèrent le parc. Donc un poumon vitalisé, nourri, alimenté, vital, qu'il avait des droits et la capacité de gérer. Donc le parc, gérer le parc. Et l'autre poumon, c'était un poumon asphyxié, atrophié, n'avait pas d'oxygène. Il était comme mort. Alors quand la participation s'est arrivée, c'était vraiment comme quand on dévie le cours d'une rivière, d'un fleuve avec un barrage. Et l'eau, il arrive pour la première fois sur un sol sèche. Alors tu vois que là c'est vraiment la nourriture. Et il pousse des graines qui ont de nouvelles forces. Et là, je pense que c'est la force de la conscience. Que c'était quelque chose de vraiment nouveau pour ces populations. Ici, on est un peu habitué à, même si comme des stimulations, on arrive participation, démocratie, processus inclusif, on l'entend en général. On n'a plus de conscience sur ça. Là-bas, on n'a pas cette conscience. On l'a dans la culture, dans le background, mais on n'a pas l'habitude de l'appliquer. Comme la coopération, elle vient de l'eau et il rassemble comme quelque chose qui est très loin de nous. Et je veux terminer avec une phrase que les villageoises m'ont donnée comme réponse à ma question. Mais maintenant, aujourd'hui, après toutes vos histoires, après toute l'application de cette démarche participative, qu'est-ce que représente pour vous le parc maintenant? Alors les gens souvent aiment me répondre comme ça. Ils me disent pour nous aujourd'hui, le parc c'est comme une vache. On tire le lait, mais on ne touche jamais la viande. Donc quand la coopération, quand la démarche participative a été appliquée dans le cas de Judge, je disais que c'est arrivé la coopération. La coopération, c'était qui? C'était une coopération multilatérale qui amenait beaucoup d'acteurs. Premièrement, des financements, mais les acteurs, comme je peux dire, plus importants de ce processus, c'était Lucien. Lucien s'était chargé de suivre, d'entamer, de démarrer une procédure participative en impliquant tous les villageoises qui s'étaient entre-temps organisés avec des groupes de représentation. Et chacun avait nommé une personne qui représentait le village. Alors, dans le parc de Judge, on a une communauté riveraine qui se compose de 7 villages. À l'époque, c'était 6, maintenant on est arrivé à 7. Chaque village, il a nommé un chef de village comme la personne qui devait représenter les intérêts, les droits des gens. Le processus, c'était un processus qui a pris beaucoup de temps, dans le sens que je pense qu'il est resté quelque chose comme dans tout le temps, en fait, une année et plus. Pas dans une manière continuative, mais c'était un processus qui a pris beaucoup de temps. Et alors, la structure, comme je disais, la méthode, c'était la MARP, la méthode accélérée de recherche participative, qui a adopté des différents utiles. Tout d'abord, on a commencé par des réunions, des focus groups, des brainstorming. On a fait des maps, des cartes sur lesquelles on a essayé de collecter toutes les impressions, mais surtout les besoins des gens. Parce qu'en fait, le cas des juges ressemble beaucoup à la question de donner une réponse aux besoins des gens. Parce que quand on a créé le parc, on a obligé les gens à se déplacer dehors et on a leur donné des interdits très rigides et sévères de ne pas exploiter les ressources. Alors que les gens là, c'était des nomades qui faisaient le pâturage, de l'agriculture et n'accédaient pas au parc où il y avait les principales ressources d'eau. Là, c'est comme leur enlever la vie. Deuxièmement, le parc, il n'avait pas seulement
en valeur économique, commerciale, physique, mais aussi symbolique. Il y avait tous les ancêtres enterrés. Et pour eux, c'était comme enlever un peu de leur liberté, de leur esprit lié à la tradition, aux ancêtres, que pour eux ne sont pas des morts, mais ce sont des gens qui vivent toujours, mais pas dans la mémoire, ils vivent toujours dans la vie quotidienne, ils vivent réellement. Ils nourrissent leurs ancêtres dans le terrain, ils donnent de l'eau, ils donnent de la bière du Mille. Alors on voit que c'est une relation vraiment très forte. Et enlever cette relation, c'est comme les tuer. Ça, c'est un mot que souvent ils utilisent. Alors on voit que vraiment dans le cas de juge, on utilise des mots très forts. Les premières enquêtes que j'avais faites aux gens, souvent ils me racontaient le moment à partir de l'institution du parc jusqu'à le début de la participation, c'était presque 30 ans, de guerre. C'est un mot très fort. En fait, le corps paramilitaire, il a utilisé des fois à la force, il a impressionné des gens. Des fois, il est arrivé à tuer des gens. Alors, on voit que le sentiment de revanche des gens, c'était très fort. Le processus, il a mené aussi en particularité. Je reviens aussi, dans ce cas-là, une petite anecdote. Il faut prendre en considération que beaucoup de fois, dans le cas des pays de développement, la démarche participative soulève et marque des relations de pouvoir. Les relations de pouvoir, normalement, on peut les identifier dans deux typologies. La première, c'est endogène. Dans ce cas-là, par exemple, c'était une relation de pouvoir entre les villages. Parce qu'il y avait des villages sédentaires et des villages des nomades. Et ça a fixé les premiers gros intérêts vers les villages sédentaires qui avaient développé la pratique de la riziculture, alors que les nomades ils étaient plus instables dans le point de vue économique. Après, il y a des relations de pouvoir qu'on a développées entre les autorités qui gèrent le parc, les autorités étatiques, et la communauté traditionnelle, donc les villages. Donc on a deux niveaux de relations de pouvoir qu'on devait gérer dans cette démarche. Et quand j'avais interrogé la personne chargée de suivre ce processus, c'était un Sénégalais bien formé, qui travaillait à l'UCN à Dakar. J'avais lui fait une enquête et j'étais étonnée quand j'avais lui donné les premières impressions de ce processus. C'était aussi passé un peu de temps en fait, presque 15 années. Et la première chose, il m'a dit qu'il était tué par les sentiments des gens. Et il revenait toujours sur la question de la guerre. Pour moi, ça, c'était quelque chose qui a beaucoup changé par rapport aux autres, à la comparaison de ce cas à d'autres études de cas. Parce qu'en fait, et je reviens à l'anecdote, quand on a dû gérer la relation de pouvoir entre deux villages, il y avait le village de Tiguet et le village de Déby, ce sont deux villages wolofs qui gèrent l'activité rizicole. Il y avait un conflit. En fait, la démarche participative, elle a eu aussi, je peux dire vraiment, le bénéfice de faire sortir cette sorte de conflit endogène. Il a donné, dans quelque sens aussi, la paix. On a essayé de construire une relation de collaboration entre certains villages. Parce qu'en fait, il y avait des conflits dans les villages. Mais il n'y avait pas eu cette occasion de faire pousser dans cette manière le conflit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Lucien? Bon, les personnes chargées, les facilitateurs, les modérateurs. Il a dit, on voit que les deux villages, ils sont très proches. Vraiment très proches, il y a 1 kilomètre qui les sépare. Et eux, ils ne sont pas capables en effet de rejoindre une relation de collaboration. Parce qu'en fait, pourquoi on voulait créer, je peux dire, annuler le conflit de cette village, du village? Parce que s'il n'y avait pas un pouvoir, une relation de collaboration uniforme dans les 7 villages, on ne pouvait pas construire réellement un processus, une démarche réellement participative. Alors il a dit il faut commencer par les relations et les conflits de pouvoir qui sont endogènes à l'intérieur du village. Et il a pensé d'utiliser un moyen que moi je trouve original. Comme il n'y avait pas trop de la paix entre les deux villages, il a pensé de passer à travers les enfants.
Comme les enfants ne connaissaient pas trop les histoires des conflits entre les anciens, les parents, les grands-parents, ils n'avaient pas la mémoire de ça. Ce sont des enfants, ils voient les parents avoir des relations un peu rigides, mais ils ne comprennent pas effectivement pourquoi. Alors il a pensé de passer par les enfants et de construire juste au milieu de kilomètres qui séparent les deux villages une école. Alors il y avait les enfants du village de Déby, les enfants du village de Tiquet qui allaient à l'école ensemble, sans la sédimentation, l'héritage de cette mémoire de conflit. Et petit à petit, maintenant, à travers la conjonction, je peux dire, innocente des enfants, on a créé une collaboration entre les deux villages. Et maintenant, les deux gèrent ensemble le casier risicole, chacun avec des rôles différents, mais c'est une collaboration qu'on a eue grâce aussi à cette démarche participative. Il y a un autre élément que je pense que c'est très important de faire sortir de cette histoire, l'histoire de Djoudj, et qui démontre que la participation, en quelque sorte, elle a réduit la distance humaine entre les êtres humains. Donc, dans ce cas, dans les deux groupes d'acteurs. Il faut prendre en considération que la hiérarchie en Afrique, c'est très fort et que les gens, les populations de la périphérie de Djoudj, ils considéraient le corps paramilitaire qui gérait le parc, qui gère jusqu'à présent le parc, comme le chef, le grand chef. C'est vraiment une hiérarchie très loin, très fort. On est à travers le processus de l'application d'une démarche participative qui a été entamée par Lucienne, et après on l'a continué aussi grâce aussi à l'autorité qui gère le parc. On a lancé une proposition, on a pensé de rapprocher plus et de diminuer cette distance à travers l'organisation de matchs de football. Et les matchs, ils voyaient impliquer, d'un côté, le corps paramilitaire, à partir de colonels jusqu'à les derniers agents forestaux, et tous les jeunes et les moins jeunes villageoises. Alors que le match de football, il a représenté, je pense, vraiment une tournage épocal, si on peut dire ce mot, parce que les populations qui se ressentaient comme vraiment le dernier maillon de la chaîne, ils pouvaient être là, dans le même sol, jouer, tirer, au même niveau de corps paramilitaire. C'était vraiment quelque chose d'épocal pour eux. Au début, il était étonné. Il ne jouait même pas, parce qu'il était vraiment, pas dérangé, mais je veux dire, il prouvait de l'embarras à dire, mais je ne peux pas enlever le ballon au colonel. et là, c'était intéressant parce que même si c'était seulement inutile, c'était une manière de rapprocher les gens et de réduire cette distance dans une manière amusante. Je pense que c'était très important parce que ça a changé quelque chose dans leur tête, dans leur perception, a donné vraiment la conscience qu'on est tous des êtres humains. Sans être trop banal, mais pour eux, c'était important de comprendre qu'on avait les mêmes droits de s'exprimer. Et être sur le même champ de football, être là, partager le même ballon, crier, sortir avec des gros mots, c'était vraiment quelque chose pour eux de comprendre que la hiérarchie, dans ce cas-là, en fait, c'est pas important. C'était vraiment là qu'a donné une opportunité, je crois. Et je reviens sur l'approchement de participation et opportunité. L'opportunité de découvrir, d'avoir des droits.